Mon invitée aujourd'hui est Madame Anne Guéguin, ambassadrice de France en Tunisie. Elle m'accueille à Dar el Kemila, une résidence d'exception nichée à la Marsa. Construite à la fin du XVIIIe siècle, cette demeure historique est anciennement connue sous le nom de Burj el Monastiri. Elle fut renommée El Kemila, la parfaite, par le consul général Léon Roche, à qui elle fut attribuée en 1857. À partir de 1957, elle devient la résidence officielle de l'ambassadeur de France en Tunisie. Entourée de 3 hectares de jardins luxuriants, elle se distingue par son atmosphère paisible et sa richesse patrimoniale. Des travaux de rénovation y ont démarré il y a plus d'1 an. La restauration du jardin, désormais achevée, rend hommage au talent des artisans tunisiens. Menuisiers, faïenciers, carreleurs, ferronniers, plâtriers, tous ont minutieusement œuvré, chacun dans son art, pour recréer l'ambiance d'antan avec précision et sensibilité. La rénovation de l'intérieur débutera bientôt. Ce lieu, traversé par des décennies de présence et de rencontres, conserve une mémoire vive des liens tissés entre la France et la Tunisie. Lieu vivant, ouvert sur le monde, Dar el Kemila a longtemps accueilli des événements culturels, artistiques et diplomatiques, affirmant son rôle de passerelle entre les 2 rives de la Méditerranée. Et puis, j'ai omis de vous dire une chose. Mon invité sublime la langue arabe et parle de la Tunisie avec une tendresse et une justesse que vous découvrirez tout au long de cette interview. Votre Excellence, Madame Anne Guéguin, ambassadrice de France en Tunisie, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui à votre résidence. C'est un grand plaisir. Ahlan wa sahlan bikou. En venant ici, je me suis posé la question, par où commencer? Parce que les relations entre la France et la Tunisie, ce sont des relations si anciennes, si riches, si denses, donc on ne sait pas vraiment quel fil tirer en premier. Voilà. Mais je pense que on peut rebondir peut-être sur l'actualité, puisque pas plus tard qu'hier, vous avez célébré, vous, les ambassadeurs des pays européens et l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, vous avez célébré les 30 ans d'établissement de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Tunisie. 30 ans, ça se fête? Absolument. La Tunisie a été pionnière, comme elle a été pionnière sur bien d'autres choses, mais c'est le premier pays de la rive sud de la Méditerranée à avoir signé le 17 juillet 1995 un accord d'association avec l'Union européenne. C'était au moment où se mettait en place le processus dit de Barcelone, de partenariat entre l'Union européenne et ses partenaires de la Méditerranée. Et ça a été un cadre mutuellement bénéfique pour l'Union et pour la Tunisie. Justement, quel est l'apport de la France en fait dans cette dynamique-là? Donc Tunisie, Union européenne, on sait que la France a son mot à dire, que la France participe dans la politique de l'Union européenne. Donc quel est l'apport de la France dans cette dynamique-là aujourd'hui, peut-être dans les années à venir? Écoutez, pour la France, le partenariat et les relations avec les voisins du sud de la Méditerranée a toujours été une priorité. C'est un partenariat, je dirais, naturel, puisque nous sommes voisins, nous nous connaissons très bien et nous avons des défis partagés, nous avons des intérêts communs. Si on prend par exemple l'économie, et ça, l'accord d'association y a beaucoup contribué, nous avons une intégration des chaînes de valeur industrielles de part et d'autre de la Méditerranée qui permet à la Tunisie de monter en gamme au niveau industriel, production industrielle, d'avoir également la création d'emplois et de valeur ajoutée ici, si on prend simplement les entreprises à participation française en Tunisie, elles sont plus de 1600 et elles créent 160 000 emplois directs, ce qui est significatif. Elles opèrent dans quel secteur principalement? Alors c'est varié justement, et la Tunisie, et ça fait partie de sa force, a une économie diversifiée avec donc des entreprises dans le secteur notamment
aéronautique, qui est un des secteurs qui a le vent en poupe aujourd'hui, Oui. mais aussi l'électronique et la mécatronique, aussi l'automobile. Vous avez des grands équipementiers industriels comme Valeo qui sont présents en Tunisie, mais vous avez aussi tout le secteur médical et pharmaceutique. Et moi, depuis que je suis arrivée, j'ai vu de nouvelles installations d'ETI, hein, ces entreprises à taille intermédiaire qui ont choisi la Tunisie pour s'implanter dans ce secteur très important du pharmaceutique et des équipements médicaux. Vous avez aussi des secteurs plus traditionnels comme le textile, mais avec là aussi une montée en gamme, une spécialisation vers des textiles plus professionnels. Et quelle est la part de la jeunesse, en fait, et des jeunes dans toute cette dynamique-là? Pour nous, bien sûr, la jeunesse est au cœur de nos priorités, et c'est vrai aussi pour l'Union européenne. Et à ce titre, je voudrais souligner que la Tunisie est le seul pays hors Union européenne qui a accès à des grands programmes européens comme Horizon Europe. Hein, ça, c'est plus dans le domaine de la recherche scientifique, mais ça concerne directement la jeunesse parce que ça bénéficie à des jeunes chercheurs, ou Creative Europe qui est dans le domaine de la culture. Et depuis 2018, vous avez eu à peu près 26 projets qui, dans ce cadre, avaient un partenaire tunisien. Mais pour la France, nous avons une coopération très très dense en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à travers des programmes de bourses et de mobilité universitaire. Donc le programme Ubercurien UTIC, par exemple, chaque année c'est près de 700 000 euros de bourse. Si on ajoute à ça les autres programmes de mobilité doctorale et universitaire, on est à pratiquement 1,5 million d'euros par an qui y sont consacrés. Alors la jeunesse, c'est aussi bien plus jeune, hein, tous les programmes de coopération éducative, et nous avons une relation très forte avec le ministère de l'Éducation nationale tunisien. Et nous avons aussi développé de plus en plus des programmes de formation professionnelle, parce que l'enjeu en Tunisie, comme d'ailleurs en France aussi, hein, dans ce monde très évolutif dans lequel nous sommes, il y a souvent besoin en plus de la formation, je dirais de base, s'assurer de l'employabilité des jeunes quand ils sortent de leur cursus, et donc renforcer la composante formation professionnelle et formation aussi avec des compétences plus transversales. Donc cette notion et cette priorité à l'employabilité des jeunes, ça fait partie des choses que nous développons avec nos partenaires tunisiens à leur demande, puisque le ministère de l'enseignement supérieur ici, mais aussi le ministère de la formation et professionnelle et de l'emploi développent une vision et des politiques publiques à cet effet. Et les bourses, il me semble qu'il n'y a pas une seule bourse, mais il y en a plusieurs, c'est ça, qui sont destinées à la jeunesse? Vous connaissez bien nos programmes, oui, en effet. Il y a bourse pour les formations doctorales, la recherche, donc c'est le programme Mercurien UTIC, hein, plus de 700 000 euros par an. Et puis nous avons les bourses spécifiquement pour les étudiants, pour la mobilité étudiante, hein, la mobilité étudiante d'excellence. Et là aussi, c'est plus de 760 000, 800 000 euros par an, qui permet aux étudiants soit de commencer, soit de poursuivre leurs études dans les universités françaises. D'accord. Et il y a des secteurs prioritaires pour des études, ou c'est...
Écoutez, c'est en fonction des choix des étudiants et de la qualité de leur projet. Je me rappelle il y a quelques semaines avoir eu le plaisir avec le directeur général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien, assister à une remise des bourses Eiffel, qui sont des bourses d'excellence. Et c'était vraiment dans tous les domaines. D'accord. Vous avez parlé d'un monde évolutif, justement. On évolue tous dans la même région, dans la même sphère, justement. Quels sont les principaux défis auxquels font face aujourd'hui les relations bilatérales entre la France et la Tunisie, au vu de tout ce qui se passe? Écoutez, c'est une relation partenariale de confiance. Nous sommes deux pays qui avons entre nous un dialogue sur tous les sujets, et c'est vrai que aujourd'hui, dans une situation internationale de haute conflictualité et aussi de transformation géoéconomique, géostratégique très importante, un des défis auxquels nous faisons face ensemble, c'est celui de la remise en cause du multilatéralisme, des principes du droit international. Et là-dessus, la France et la Tunisie se retrouvent complètement. Nous sommes deux pays indéfectiblement attachés à la charte des Nations Unies, et nous soutenons par nos contributions et nos positions respectives un multilatéralisme qui doit être rénové, qui doit être efficace. Nous plaidons bien sûr non seulement pour le maintien de la paix internationale dans le cadre onusien, mais aussi pour une rénovation de la gouvernance financière mondiale. Nous avions organisé à Paris un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Nous avons lancé le pacte de Paris pour les peuples et la planète, auquel la Tunisie a adhéré. Et donc voilà, nous sommes dans cette dynamique. Vous, selon votre expérience personnelle, donc au-delà peut-être du discours diplomatique proprement dit, quelles sont les valeurs aujourd'hui importantes selon vous pour un diplomate, qu'un diplomate doit ou devrait incarner? C'est une belle question parce que c'est vrai qu'on est dans un moment où on pense moins à la diplomatie que à l'économie ou à la défense, et je pense que en fait on n'a jamais eu plus besoin de diplomates qu'aujourd'hui, et pour moi, un des principes et une des valeurs, ou en tout cas attitudes clés pour le diplomate, c'est celui du dialogue et de l'écoute. Ça commence par ça. Il faut d'abord se respecter, s'écouter, pour pouvoir se comprendre, et ensuite mettre en place des programmes, des coopérations, des actions qui sont mutuellement bénéfiques, et donc qui sont durables et impactantes. Alors la Tunisie, pour vous, c'est pas une destination étrangère, puisque vous avez déjà séjourné en Tunisie pendant 3 ans. Il y a effectivement une dizaine d'années, j'ai eu la chance de servir une première fois dans votre magnifique pays, entre 2013 et 2016, en tant que numéro 2 de l'ambassade. J'étais l'adjointe de l'ambassadeur François Bouillette. D'accord. Donc vous êtes revenue en tant qu'ambassadrice. Qu'est-ce que ça vous a fait en fait? Le fait de revenir ambassadrice, peut-être une responsabilité, certes, une émotion, une énergie, une nouvelle énergie. J'ai toujours beaucoup d'émotions positives quand je reviens en Tunisie, puisque la Tunisie, je la connais depuis très longtemps en fait. Je la connais avant de devenir diplomate, et ce que je dis parfois, c'est que sans la Tunisie, je serais peut-être jamais devenue diplomate, parce que c'est ici, à l'été 1993, que j'ai fini de préparer en fait le concours pour entrer au Quai d'Orsay. Donc voilà, pour moi c'est un pays qui est revenu de manière régulière dans mon parcours. C'est un pays d'ancrage pour moi en tant que diplomate. Alors bien sûr, quand on revient comme ambassadrice, c'est
d'autant plus que pour moi c'est mon premier poste d'ambassadrice. J'ai un sentiment de grande responsabilité et face à l'honneur qui m'était fait de venir ici. Je pense que vous avez eu la possibilité de sillonner la Tunisie, évidemment, donc les différentes villes. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ici en Tunisie? Surtout par rapport au contact humain. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. La Tunisie a un sens de l'accueil et de l'hospitalité qui est très fort et qu'on retrouve partout. Donc, je pense que c'est certainement ce qui est marquant et cette ouverture de la Tunisie ancestrale vers le monde, sur le monde. On sent ici, je dirais, le croisement heureux de la succession des civilisations de la Méditerranée, depuis les Carthaginois, puis les Romains, puis les Byzantins, les Vandales, les Arabes, et donc c'est, je crois, quelque chose de très fort. Si vous recevez par exemple des amis français pour la première fois en Tunisie et que vous les invitez à dîner chez vous, alors qu'est-ce que vous allez leur proposer, par exemple, en termes de cuisine tunisienne? Il y a des grands classiques, mais je vous dirais peut-être ce que moi j'aime le plus. Un plat que j'aime beaucoup en Tunisie, c'est la rodja. Ah, d'accord. C'est un de mes plats favoris, donc ça forcément je ferai goûter à mes invités. Il y a plusieurs déclinaisons de haja, mais Oui. la vôtre, c'est la classique, c'est ça? Il y en a alors moi plusieurs. je ne mange pas de viande, donc D'accord. je prends ma rodja préférée, c'est juste avec de l'œuf, ou D'accord. parfois avec des crevettes, mais sinon bien sûr je ferai goûter toutes les spécialités au poulpe. Les Tunisiens cuisinent le poulpe à la perfection et d'une manière extrêmement variée. Donc il y a toutes les déclinaisons et puis les couscous, parce que ici c'est pas le couscous, c'est les couscous. Il y a une très grande variété de le préparer selon les régions. En dehors de Dar Kamila, quand vous avez envie de respirer, par exemple, de réfléchir, de faire une petite pause, vous dirigez vers quel endroit en Tunisie, par exemple? Il y a plein d'endroits différents que j'apprécie particulièrement. Si on prend des endroits, je dirais, où il y a du patrimoine historique et culturel, j'ai un amour particulier pour Douga et pour Kérouan. Les paysages ici sont splendides. J'aime beaucoup vers Utik et Ras El Melh, mais aussi Cap Angela, le nord-ouest, la côte. Je trouve que c'est magnifique. J'aime énormément aussi la région de Tozeur, que je trouve superbe. Peut-être des projets futurs? Au niveau des projets, nous en avons beaucoup avec nos partenaires tunisiens. Un grand projet auquel nous travaillons et qui va d'ailleurs être l'un des points de ma discussion tout à l'heure ce matin avec le ministre des TIC, c'est la préparation du forum méditerranéen sur l'intelligence artificielle qu'on va tenir à Tunis au mois de novembre prochain, et qui illustre bien cette opportunité partagée que nous avons à faire face ensemble aux grandes transformations systémiques du monde. Et parmi ces transformations, il y a la transformation numérique et la transformation de l'intelligence artificielle, qui est un tournant à ne pas rater et que nous souhaitons aborder d'une manière qui soit humaine, au service de l'amélioration du bien-être des populations, et qui rentre justement aussi dans le cadre du progrès des politiques publiques d'éducation, de la santé notamment, de la protection de l'environnement. Je crois que la France et la Tunisie, l'Union européenne en général et la Tunisie ont un intérêt commun à travailler ensemble pour réussir ces transitions
qui sont vitales pour nous. La transition énergétique, par exemple. Et là aussi, on a beaucoup de projets qui se mettent en place. La Tunisie a bien compris que pour elle, faire une transition vers les énergies renouvelables et le solaire notamment, ça lui permettait de gagner en compétitivité industrielle. Ça lui permet de gagner en souveraineté énergétique et aussi d'améliorer son équilibre des finances publiques et son équilibre de la balance des paiements. Et donc, par exemple, comme elle a maintenant une stratégie de transition énergétique et elle lance des grands appels d'offres, nous avons des entreprises françaises dont nous sommes très fiers qui ont remporté des appels d'offres récemment et qui ont signé au printemps dernier la construction de centrales photovoltaïques pour 100 mégawatts et 300 mégawatts. Il s'agit des entreprises Caire et Voltalia. Une autre grande transformation qu'on doit tous faire et qu'on sent particulièrement autour de la Méditerranée, c'est la transition, j'appelle écologique, c'est-à-dire comment on peut mieux gérer la rareté de l'eau, par exemple. Et donc, c'est le plus grand souci. La Tunisie connaît un fort stress hydrique, mais en France, on a aussi ce sujet, et donc on a un tissu industriel et entrepreneurial avec de l'expertise de haute qualité dans ce secteur, et ceci a donné lieu à un partenariat public-privé pour la gestion de l'assainissement dans les gouvernorats de Sfax, Gabès, Médine, Tataouine, qui va desservir 1 million d'habitants. C'est 14 stations d'épuration. Et ça, c'est l'entreprise Suez qui fait ça avec l'ONAS, avec notamment aussi le projet de pouvoir réutiliser les eaux retraitées pour l'agriculture, parce qu'on sait que l'agriculture consomme 80% de l'eau dans le pays. Et donc ça, c'est un projet qui s'est mis en place depuis l'année 2023 et qui a très bien démarré et qui est prometteur. Anne Guéguin, الكثير لا يعرفون أنكم تتحدثون العربية بصفة جيدة جدا. يعني لو طلبت منكم مثلا أن تكلموا أحداً عن تونس، صديق فرنسي مثلاً لا يعرف تونس وسوف تصفون له تونس pour décrire la Tunisie، ربما في صورة واحدة، une image، صورة لتونس. تونس الخضراء. لكن الصورة الأولى هي صورة جبل بقرنين على البحر. يمكن ممكن تونس مثلا في لون واحد، une couleur. تونس مش لون واحد. أعرف ذلك، هذا تحدي، c'est un défi. تونس هي كنز من الأنوار، وكثير من الفنانين اكتشفوا الرسم وفن الرسم في تونس على سبب الألوان. مثلا بول كلي اللي هو مشهور برشا كان معجب بالضوء في تونس ونور البلد. بالنسبة لي لون تونس لونين، اللون الذهبي ولون الأزرق. جميل جدا. تونس عبر الصوت. Peut-être un son qui vous rappellerait la Tunisie un autre jour. يوم ما في العالم تقولون هذا صوت سمعته في تونس. المألوف. المألوف. صوت عزف العود. تونس عبر حاسة الذوق. باستثناء العجة التونسية. غير العشة الكحك ورقة.
بالنسبة ليّا كنز من كنوز الكوجينة التونسية. تونسية. أن جيجان، شكرًا لكم على هذه الاستضافة، على هذه الرحابة، على هذا الصدق، toute cette sincérité, toute cette bienveillance. Merci beaucoup. يعيشِك. شكرًا جزيلًا ليكِ وللفريق متاعك. شكرًا.